Bon. Alors, on enregistre, sauf si vous y voyez un inconvénient. Aucun, pas du tout. Pas du tout. Donc, bonjour à tous et merci pour cette invitation. En effet, ça n'a d'intérêt à mon sens que si c'est un échange, parce que je ne vais pas vous faire un cours ex cathedra sur quoi que ce soit d'ailleurs, parce que vous êtes tous très compétents dans vos domaines et moi, je suis plutôt un touche-à-tout, comme vous l'avez souligné. Voilà, donc en fait, je n'ai qu'un rapport relativement éphémère avec la diplomatie, puisque bon, j'ai occupé 2 postes en réalité. Le premier, c'était comme attaché culturel et de coopération au Brésil, à Recife exactement, à la fin des années 80, tournant des années 90. C'était un poste très modeste dans un petit consulat général où je n'étais pas surchargé de travail, je dirais. Voilà. Mais ça m'a permis, premièrement, d'apprendre le portugais et deuxièmement, de trouver l'inspiration d'un certain nombre de livres que j'ai écrits par la suite. Donc, ça n'a pas été totalement inutile. Voilà. D'une manière générale, j'ai été soutenu de façon très inconsciente et indirecte par le ministère des Affaires étrangères dans mon travail, puisque j'ai écrit encore 2 livres pendant que j'étais ambassadeur. C'était donc mon deuxième poste diplomatique. J'étais donc ambassadeur au Sénégal et en Gambie, puisque traditionnellement les 2 postes sont liés. Et malgré l'universalité de notre réseau diplomatique, il y a encore quelques endroits, où un ambassadeur s'occupe de plusieurs pays. C'est le cas du Sénégal. C'est encore plus compliqué dans le cas du Sénégal parce que sans qu'on en parle, c'est un poste régional. C'est-à-dire qu'en fait, l'ambassadeur n'est en poste que dans le pays et en Gambie, mais la plupart des services rayonnent sur toute la zone de l'Afrique de l'Ouest, ou en tout cas plusieurs pays. Donc, c'est un poste très lourd, régional, ce qui ne m'a pas empêché d'écrire 2 livres, parce que je voulais garder mon identité d'écrivain, et je savais que ce genre de choses, quand on n'est pas diplomate de carrière, n'a qu'un temps, et qu'il faut après revenir à la vie. Ça va? Parfait, parfait. D'accord. Donc voilà. Et alors, évidemment, dans ces contextes différents, j'ai été amené à rencontrer beaucoup de personnel consulaire, bon, des consuls généraux, puisque j'en avais 2 sous mon autorité au Sénégal, 2 qui se sont transformés en un, puisqu'on a fermé pendant ma présence dans le pays le consulat général de Saint-Louis. On avait un très gros consulat général à Dakar. Et des consuls honoraires, évidemment, puisqu'on en avait plusieurs dans le pays, et qui sont d'ailleurs très utiles parce qu'ils assurent une présence diplomatique véritablement qui permet une couverture du pays. Le pays n'est pas gigantesque, mais enfin, il est quand même suffisamment grand et il y a suffisamment de Français un peu partout pour que le poste central, c'est la capitale, ne puisse pas évidemment gérer tout ce monde directement. Il faut donc ces relais, c'est très très important. Donc, on a un consul général à Sali, enfin bref, honoraire, je veux dire, voilà. Alors, je voudrais juste me justifier un petit peu dans le choix d'un personnage consulaire. Quand j'ai quitté mon poste, j'avais évidemment vu beaucoup de choses. Et j'avais eu d'ailleurs le malheur de dire publiquement, une fois, je m'étais fait reprendre assez sévèrement, que la partie finalement essentielle du travail diplomatique, c'était la fonction consulaire. J'avais dit ça, le secrétaire général du Quai d'Orsay m'avait appelé pour m'engueuler, mais j'y crois vraiment. C'est-à-dire, je pense que si on arrêtait de faire de grandes dépêches politiques, il y aurait toujours les journaux pour s'informer sur la situation du pays. Si on n'avait plus de poste économique, évidemment, les choses iraient peut-être moins bien, mais enfin, les entreprises pourraient quand même continuer à faire des affaires avec le pays. Si on n'avait plus de poste culturel, on le sait bien, il y a plein de liens qui sont tissés en dehors du poste culturel par des impresarios, par tout un tas de contacts. En revanche, le consulaire, personne d'autre ne le fait. C'est-à-dire qu'un Français qui est en difficulté dans un pays, un problème de regroupement familial, un problème d'état civil, un problème d'élection, un problème de santé, Dieu sait qu'il y en a,
d'agression, etc. Tout ça, eh bien, il n'y a que, véritablement, que le service consulaire qui s'en occupe. Voilà. Et donc, à mon sens, on pourrait tout retirer. Ça ne peut pas disparaître parce que c'est vraiment une fonction, c'est le cœur de la fonction régalienne à l'étranger. Voilà. Mais évidemment, c'est mieux quand il y a tout le reste. Mais enfin, ça, c'est ce qu'on ne peut pas, on ne pourrait pas supprimer. Et moi, je me suis beaucoup intéressé pendant mes séjours à l'étranger, de ces cadres diplomatiques, je me suis beaucoup intéressé aux affaires consulaires parce que j'ai trouvé qu'elles étaient toujours d'abord extraordinairement vivantes, souvent très émouvantes d'ailleurs, hein, avec des situations qui sont tragiques. J'avais déjà écrit un livre qui s'appelait La Salamandre il y a très longtemps, qui était le récit que m'avait fait notre consul honoraire à Bahia, euh, qui avait reçu peu de temps avant, juste avant de me recevoir, une femme qui était venue raconter son histoire. Il y a un peu de retour, là, je ne sais pas si c'est normal, je Ça m'entends. va toujours, ça va Bon. toujours. Et donc, si vous voulez, l'intérêt pour les questions consulaires, moi, je l'ai eu vraiment tout le long. Et alors, quand en rentrant du Sénégal, j'ai eu envie de partager un certain nombre d'histoires, de les raconter, parce que c'est quand même plus fort que moi. C'est mon métier, finalement, de raconter des histoires. Hein. Je veux dire que même si j'ai eu d'autres formations, d'autres expériences, le cœur de mon activité, c'est quand même d'être un romancier, voilà, depuis plus de 25 ans. Donc, il y avait des tas de choses que j'avais envie de raconter. Je ne pouvais pas les raconter directement parce que on est soumis quand même au secret professionnel, à une forme de confidentialité. Et donc, j'ai créé un petit personnage voilà, qui, pour ne rien vous cacher, ressemble beaucoup quand même à un de mes anciens collaborateurs. C'est-à-dire que j'avais euh, dans le poste quelqu'un qui avait eu comme ça un petit peu la même histoire, c'est-à-dire qu'il était né à l'étranger, était né en Roumanie, il avait été racheté, puisqu'à l'époque de Ceausescu, c'était possible par sa famille à l'ouest, puis à faveur de différents événements, il était devenu diplomate. Voilà. Et ce personnage m'intéressait, je le trouvais utile pour moi, pour raconter ces histoires, d'abord parce que ça n'était pas moi, c'est même un anti-moi, puisqu'on ne se ressemble pas tellement, ni physiquement, ni pour le moment, par bien des aspects. Voilà, donc ça me permettait de me mettre un peu à distance de ce que je racontais. Et puis en même temps, il était consul. Voilà. Alors, c'est un consul donc de carrière, en effet, mais enfin une carrière qu'on peut qualifier de catastrophique, une carrière où il n'est vraiment pas très apprécié parce qu'il n'en fait qu'à sa tête, ça n'intéresse pas, voilà. Et donc il va dans des postes qui sont des postes difficiles, et c'est justement dans ces postes-là qu'on trouve les choses les plus étonnantes. Et donc, moi, je me suis amusé à écrire un premier livre comme ça. Et puis, le public a aimé ce personnage et il l'aime beaucoup, les gens l'aiment beaucoup. Il les fait rire. Et du coup, je me suis pris au jeu. Et maintenant, il en est à sa quatrième aventure et ça risque malgré tout de continuer parce que ça m'amuse et que ça amuse tout le monde. Voilà. Mais qu'en même temps, je terminerai là-dessus, en même temps, ce ne sont pas des livres gratuits parce que là encore, ces questions consulaires, elles ne sont pas déconnectées du tout de la situation du pays. Au contraire, elles la révèlent. Et en fait, à travers les éléments d'enquête enfin, qui peut réunir, si vous voulez, on a un tableau qui se dessine de ces différents pays, des différents pays où il est en poste. Et ça permet finalement à des gens, des lecteurs, si vous voulez, qui ne connaissent pas ces situations, d'entrer dans la familiarité de ces problèmes, un peu comme on le fait finalement en voyage, quand on est avec des amis et qu'on découvre les choses comme ça du jour au jour le jour, voilà, sans rien savoir. Et je trouve que c'est une des particularités justement de ces fonctions consulaires auxquelles vous participez chacun par rapport au pays que vous représentez, c'est que précisément ce sont des fonctions qui sont extrêmement humaines puisqu'elles mettent en jeu des questions de personnes finalement à travers les relations d'État. C'est la part humaine des relations d'État, je dirais, voilà, qui est en question. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est vraiment, après,
Vraiment, ce sont vos questions qui orienteront la discussion si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Je passe la parole à Jacques Beaulieu. Jacques. Jacques. On a perdu Jacques. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe Ruffin, c'est la deuxième fois que je vous rencontre. Bonjour. Vous m'avez rencontré une fois à la mairie de Lyon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, tout à fait. La grande salle de la mairie, vous nous aviez fait une magnifique conférence et on avait discuté longuement à la fin tous les deux. J'étais à ce moment-là encore un jeune consul puisque je suis consul du Cambodge à Lyon. Et on avait largement discuté. Effectivement, en ce qui me concerne, je suis frappé par la proximité que permet cette fonction consulaire avec la population et ses problèmes. Les Cambodgiens, comme vous le savez, ont eu de nombreux problèmes. Pour la plupart des réfugiés politiques vrais qui sont venus en France dans des situations difficiles, ils se sont installés dans notre région qui était très industrieuse. On a favorisé leur installation. 2600 familles, ce qui fait près de 16 000 personnes maintenant, 17 000 personnes. On en est à la 3e génération. Ils se sont magnifiquement insérés. À ce propos, ceux qui sont devenus français, ils ont adopté, et ils en sont fiers, des prénoms français. On en reparlera peut-être, mais leur premier prénom, et ils en sont très fiers, c'est un prénom français, même s'ils ont gardé leur deuxième prénom et leurs habitudes traditionnelles. Et donc, notre fonction, à tous les consuls que je connais dans la région, c'est d'être très proche de la population. J'ai la chance d'avoir une forte communauté et je voudrais poser la question à vous et aux participants de savoir dans quelle mesure les problèmes humains dépassent en somme la fonction administrative. Parce que ce n'est pas toujours facile de faire concorder la fonction administrative et ses rigueurs, ses obligations et les problèmes humains. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? D'abord, si vous me permettez une question, ces Cambodgiens de 2e, 3e génération, ils ont conservé la nationalité cambodgienne? 50%. Non, 40%. Beaucoup, ils se sont bien intégrés. La 2e génération, ils sont devenus pour 12%, ils ont fait des études supérieures. 40% d'entre eux sont chefs d'entreprise. Il y a des grandes entreprises à Lyon, Cartier, etc., qui sont dirigées par des Cambodgiens. Ils sont remarquablement bien insérés. Il n'y a pas de problème avec la communauté, pas de délinquance. Et la 3e génération, le problème, c'est de leur faire garder leur identité cambodgienne, car ils jouent au football, ils ont leurs copains français, et ils ont perdu un petit peu la mémoire du Cambodge, surtout avec cette période que nous venons de traverser depuis 2 ans, où les contacts sont de plus en plus difficiles. Actuellement, je poursuis sur cette question, après on reviendra, si vous voulez, à la vôtre, mais quand ils ont quitté la nationalité française, à quel titre intervenez-vous à ce moment-là? Quand ils ont quitté la nationalité cambodgienne, je veux dire, à quel titre? Ils ont tous, même lorsqu'ils deviennent français, ils gardent des problèmes avec leurs origines. Il faut dire que pour beaucoup, ils ont perdu leurs papiers dans la période des Khmers rouges. Les administrations cambodgiennes, les mairies, les bureaux étaient détruits et on ne retrouve plus leurs papiers, on ne retrouve plus leur acte de naissance, etc. Il faut reconstituer souvent les dossiers compliqués et il y a encore une intervention qui est très fréquente avec ces Cambodgiens. Oui, alors sur la question que vous posez, moi c'est ça qui m'a toujours frappé quand j'ai. Alors je suis plus familier évidemment des consuls généraux à l'étranger, hein, que des consuls honoraires, je veux dire à l'étranger, que des consuls honoraires en France, de pays étrangers, puisque c'est avec eux que j'ai travaillé. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point ils étaient toujours amenés à fonctionner un petit peu en dehors des clous. Prendre des initiatives. On les dérange parfois à n'importe quelle heure. Je veux dire, c'est pas. Ils ont heureusement d'ailleurs, hein, ils ont un fonctionnement pour la plupart de ceux que j'ai connus qui n'est pas du tout bureaucratique et qui n'est pas du tout celui
de l'ambassade ou du consulat diplomatique central. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont disponibles un peu n'importe quand. Et évidemment, forcément, le côté humain, suppose d'aller en dehors, de sortir un petit peu des cadres rigides. Moi, j'avais un souvenir comme ça, c'était quand j'étais au Brésil, quand j'étais à Recife. Alors, ce n'est pas un problème de consul honoraire, mais c'est un problème consulaire quand même. Le sport national là-bas, c'est de piquer les affaires des gens qui sont en train de se baigner. Bon, donc il y a des plages, alors les gens se déshabillent, on les prévient qu'ils vont se faire piquer leurs affaires, mais ils pensent qu'ils sont plus malins que les autres. Les plages sont quand même très larges, alors pendant qu'ils sont dans l'eau, on leur pique leurs affaires. Et moi, à l'époque, le consulat général où je travaillais était au 9e étage d'un bâtiment de centre-ville, et on voyait régulièrement arriver des types en maillot de bain, parce que, évidemment, il ne leur restait rien d'autre. Et alors, c'est là où, si vous voulez, nous étions dans un fonctionnement de service et non pas dans un fonctionnement de consul honoraire. Donc, finalement, ils étaient soumis évidemment aux heures de bureau. Hein. Et puis, il y avait surtout un ascenseur qui était manipulé par un handicapé brésilien qui faisait marcher l'ascenseur et qui avait une très haute idée de sa fonction, ce qui fait que quand les gens arrivaient en maillot de bain, ils refusaient qu'ils montent dans l'ascenseur parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas suffisamment bien habillés. Et non seulement ils étaient donc à poil, mais en plus ils devaient se taper 9 étages pour monter jusqu'au bureau. Voilà. Donc, en effet, voilà, c'est ça c'est ça les problèmes consulaires, vous le savez. Et évidemment, quand il y a l'interface avec une administration, j'allais dire dans un cadre rigide, avec des horaires d'ouverture, avec des jours de congé, etc. C'est pas facile. Mais j'imagine que vous êtes en permanence obligé de passer outre tout ça et que vous êtes plus disponible. En tout cas, je l'espère mais j'en suis certain que vous êtes plus disponible qu'une administration. Ah, c'est sûr qu'un des gros avantages, nous ne sommes pas, pour la plupart des fonctionnaires. Et d'ailleurs, les Cambodgiens me téléphonent de très nombreux endroits qui dépassent bien mon exéquature parce qu'ils me disent on n'arrive pas à avoir de réponse avec l'ambassade du Cambodge à Paris, qui sont des fonctionnaires, alors que moi, j'ai le temps de discuter avec eux et ils apprécient tous ça beaucoup. Mais je ne voudrais pas être le seul à poser des questions ou à intervenir. Est-ce que d'autres veulent non, c'est une question très importante parce que je pense que vraiment, vous voulez, non seulement les consuls honoraires ne sont pas les bouches-trous d'un système, mais ils humanisent un système. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas des représentants diplomatiques partout qu'il y a des consuls honoraires, mais je pense que la fonction de consul honoraire est une fonction qui est à l'interface, entre le monde, je dirais, civil, si vous voulez, et l'administration. Et vous êtes entre les deux et plus près du monde civil que de l'administration, d'une certaine manière. Donc, c'est ce qui permet des fonctionnements souples et ça compense les rigidités qui sont quand même énormes. Hein, parce que moi, j'ai vécu dans des grands postes comme Dakar, qui est un poste énorme, mais qui, si vous voulez... et aussi parce qu'il est grand, soumis à des rigidités syndicales. Enfin, vous voyez, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'ouvre pas quand on veut, c'est compliqué. Et face à des drames, parce qu'il y a des drames véritablement qui se produisent comme ça à l'étranger, c'est sûr que le consul honoraire peut intervenir de façon beaucoup plus souple. Ouais. On rappelle tout à l'heure. Il y avait 2 questions, 2 mains levées. J'ai vu Raymond de Saint-Martin, Pierre Minonzio. Raymond de Saint-Martin, consul au Mexique, et Pierre Minonzio, consul de Lituanie. Raymond ? Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. J'ai eu quelques problèmes techniques, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. C'était moi qui devais faire la première question, là, vous voyez. Donc, tout le monde est très heureux aujourd'hui de vous appeler monsieur l'ambassadeur. Moi, j'ai le privilège de pouvoir vous appeler mon cher confrère parce que je suis aussi médecin. Alors, la première question que vous voulez vous poser, enfin, ce n'est pas la première, mais enfin bon, elle arrive maintenant. Donc, votre premier amour, votre première vocation, c'était la médecine. La médecine, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'études. Ensuite, c'est un métier qui est extrêmement prenant. Donc, on voulait savoir comment vous avez glissé vers, dans le bon sens du terme, bien sûr,
vers la diplomatie, la littérature, l'écriture. Voilà, parce qu'on est tous sur votre chemin. On aimerait bien aussi, nous aussi, être des écrivains ne pas tous entrer à l'Académie française, mais comment, Il n'y a que comment 40 vous places, mais passez comment vous est-ce êtes que moins de vous 40. vous sentez toujours médecin? Est-ce que vous êtes toujours médecin? Voilà. Non, en fait, si vous voulez, moi je crois que dès le départ, il y a eu, en ce qui me concerne, une sorte de malentendu, c'est-à-dire que j'ai choisi la médecine en référence à mon grand-père, parce que pour des raisons familiales, j'avais été élevé une grande partie de mon enfance chez mes grands-parents. Mon grand-père était médecin, mais c'était un médecin à l'ancienne, c'était un médecin d'une génération évidemment aujourd'hui très lointaine, enfin, qui était plus proche du 19e siècle où il était né d'ailleurs que du 20e et encore moins du 21e. Et à travers lui, si vous voulez, je m'étais fait de la médecine une idée très particulière qui était une idée fausse évidemment, enfin juste à son époque et fausse à la nôtre, c'est-à-dire que je pensais que c'était un métier littéraire, puisque lui-même, si vous voulez, avait appris la médecine comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire à travers les humanités, vous savez, le grec, le latin, etc. Bon. Et la médecine a été longtemps une branche des humanités, tout simplement, en plus un art qu'une science. Voilà. Et puis c'était un métier d'engagement, puisque finalement il avait un engagement au quotidien bon, dans sa pratique, mais dans certaines circonstances historiques, notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il avait participé directement, si vous voulez, on pourrait dire à l'histoire, puisque la Première Guerre mondiale, il s'était retrouvé à couper des jambes sur le front, si vous voulez, et que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été déporté pour des faits de résistance à Buchenwald pendant 2 ans. Donc, j'avais choisi la médecine comme ça, et puis quand j'ai été amené à faire des études de médecine, je me suis rendu compte que les choses avaient changé pour le grand bonheur des patients. Hein. Ce métier est devenu un métier scientifique, rigoureux, ce que vous voulez, mais enfin, qui a perdu une partie de sa poésie et surtout totalement sa dimension littéraire. Donc, évidemment, ce que j'avais cherché, je ne le trouvais pas et je l'ai cherché ailleurs. Voilà. Et il se trouve qu'à l'époque où j'ai commencé à pouvoir compléter ma formation enfin, et commencer à pratiquer, c'était le début de Médecins sans frontières. C'était les premiers, on pourrait dire, à travers notamment, et ça revient à notre conversation tout à l'heure, notamment à travers l'arrivée, à partir de 1974, des boat people, des réfugiés de, de la péninsule indochinoise. Donc, je sautais dans cette barque, si j'ose dire, c'est-à-dire que j'ai trouvé dans l'humanitaire une forme de pratique, si vous voulez, et surtout une ouverture que je ne trouvais pas dans la pratique hospitalière. Voilà. Et donc, je me suis... alors, bien que j'avais passé les concours, je suis ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique des hôpitaux, donc j'ai passé vraiment l'ancien concours napoléonien que vous avez connu, mon cher confrère, mais qui était pas très rigolo et mais qui était à l'époque la voie royale, on disait, pour devenir professeur, etc. Et c'est probablement ce à quoi j'ai été destiné, parce que j'ai passé l'internat très jeune, j'ai été bien placé, etc. Au fond, j'ai fait une sortie de route, vers l'humanitaire. Et à partir du moment où j'ai fait ça, c'est sûr que la vie a été à la fois plus intéressante et plus difficile. Plus intéressante parce que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer beaucoup de situations et de personnes passionnantes. Et puis plus difficile parce qu'évidemment, je n'avais pas devant moi une carrière toute tracée. Et donc dans l'humanitaire, j'ai présidé le grand ONG, j'étais vice-président de Médecins sans frontières, président d'Action contre la faim, j'ai travaillé pour différentes ONG, j'étais au conseil d'administration de la Croix-Rouge française. Et puis, tout ça, si vous voulez, nourrissait évidemment une sorte de stock d'images, de situations, de personnages que j'avais envie de partager. J'ai toujours aimé écrire et c'est vrai que, au fond, j'ai commencé finalement tard par rapport parce que j'ai fait ce détour très long par la médecine, par toutes ces situations. Voilà.
Et, et donc, j'ai commencé à écrire finalement assez tard. Alors, bon, ben, je peux que vous encourager à le faire vous-même. Je veux dire, en revanche, je ne peux pas vous donner la recette pour y parvenir. C'est-à-dire que ça, c'est. Voilà, moi, j'étais pas du tout. Je l'avais pas la recette. Hein, je veux dire, voilà. Et je vous rassure, mes premiers livres ont été systématiquement refusés par les éditeurs. Enfin, voilà, je les ai eus à l'usure. Mais finalement, ma chance, je termine là-dessus, c'est que comme j'avais eu finalement très tôt le contact qui est le nôtre hein, dans la médecine avec la maladie, avec la souffrance, avec la mort, etc. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai cherché tout le contraire. J'ai cherché à trouver une forme d'évasion, de joie de vivre, de fraternité, de bonheur en quelque sorte dans l'écriture. Et ce choix, finalement, ce choix est assez rare, puisque comme vous savez, je ne veux accabler personne, mais là, vous ne pouvez pas voir, mais je suis entouré de bouquins, parce que je fais partie de plein de jurys littéraires, etc. Donc j'en ai partout, partout, partout. Je ne sais plus comment circuler chez moi. Si vous regardez ces livres, qui sont les livres de la rentrée, hein, vous constaterez qu'ils ont une tonalité générale assez noire, assez lourde, assez tragique. Et moi, si vous voulez, c'est peut-être ce qui a fait le succès de mes livres, c'est que je me suis tout de suite situé, au contraire, dans une forme de lumière, si vous voulez, avec des personnages solaires, en prenant le parti, si vous voulez, de porter le lecteur plutôt vers l'évasion et une forme de bonheur que vers que pour l'accabler davantage. Voilà. Et donc, ben, ça a fonctionné. J'ai eu la chance d'avoir des prix, le prix d'Interallié d'abord, le prix Goncourt en Suisse. Bon, et, et donc, l'histoire se termine, pour ce qui est de la diplomatie, si vous voulez, comme souvent, un peu par des hasards, c'est-à-dire que quand le président Sarkozy a été élu, il a souhaité renouveler, ouvrir les différents corps de l'État. Vous savez qu'il était en bagarre avec les grands corps, c'était pas un énarque, qu'il n'aimait pas trop ni les magistrats, ni les diplomates et tout ça, et il aimait bien l'idée de mettre là-dedans des gens venus de l'extérieur. Ce qui était d'ailleurs une tradition plus ancienne que lui, puisque déjà le président Mitterrand avait fait ça avec un certain nombre d'écrivains, François-Régis Bastide, Gilles Martinet et d'autres. Donc, ils ont cherché à faire ça et ils me l'ont proposé à travers le ministre des Affaires étrangères qui était Bernard Kouchner. Et là aussi, ça faisait un lien avec ce que j'avais fait avant. Et ils m'ont proposé d'aller à Dakar. C'était évidemment un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que Dakar est un très très beau poste. Le Sénégal est un pays merveilleux. Les Sénégalais ont plein de qualités. Mais la position de ce pays dans le réseau de relations compliquées entre la France et l'Afrique fait que c'est un travail extrêmement sensible. Et vous avez quelques postes comme ça. Il y a le Maroc, il y a Dakar, qui sont véritablement des sièges éjectables. C'est-à-dire que chaque mercredi, vous pouvez sauter au Conseil des ministres sans même avoir eu la moindre sommation auparavant. Voilà. Donc voilà mon histoire. Mais donc, si vous voulez, je suis un médecin qui écrit. Ça, c'est ça à la base. Moi, c'est comme ça que je me définis. Un médecin médecin romancier, voilà, qui écrit des livres. Et puis tout le reste est venu en plus sous forme de ce que la vie apporte parfois et d'expériences, mais qui ne sont pas, vous voyez, pour moi, fondatrices. C'est-à-dire que je ne dis pas que je suis diplomate, je dis que j'ai fait le diplomate, comme disent les Italiens. Alors, voilà, je ne suis pas. En revanche, je suis médecin parce que c'est ce que j'ai appris, c'est ce que nous avons appris à l'âge où on apprend tout et on n'oublie rien, et où là, véritablement, il s'agit d'une véritable formation. Alors que, comme diplomate, si vous voulez, je n'ai eu que des expériences. Bien sûr. Merci, parfait. Merci beaucoup. J'ai vu que Pia levait la main, mais il y a l'Italien de service, Pierre Minonzio, consul de Lituanie à Lyon, qui avait une question. Et puis Pia, consul de Suède après. Oui, Anne-Marie, d'accord. D'abord,
merci à Jean-Christophe Ruffin de nous parler ce soir. Déjà pour parler un petit peu de mon amour de l'opéra, l'Abyssin, c'est un petit peu Aïda, et Ruffin, c'est Verdi, Vittorio Emanuele Re d'Italia. Et moi, ça m'emmène, ça me fait rêver. Mais on va parler un petit peu d'Aurel Timescu. Et c'est Aurel qui, peut-être que c'est un des consuls, peut-être. Mais Aurel fait en permanence des enquêtes. Et je suis consul de Lituanie à Lyon depuis 22 ans. Et depuis 22 ans, je fais des enquêtes aussi. Je suis amené par mon ambassade à rechercher des voitures volées, des camions qui se sont envolés, des demoiselles qu'on retrouve en prison. On me demande de retrouver Pierre-Paul Jacques, qui est des prénoms d'emprunt, hein, ce sont des prénoms francisés, qui se retrouvent, on ne sait pas où, et les familles sont inquiètes. Et la dernière qu'on ait faite avec Anne-Marie, c'est d'avoir retrouvé le propriétaire d'une carte d'identité française qui était usurpée pour pouvoir louer dans un pays étranger les appartements à Paris. Donc, l'importance des consuls honoraires, c'est effectivement sa disponibilité, parce que quand est-ce qu'on nous appelle, nous? On nous appelle toujours quand l'ambassade ou le consulat à Paris est fermé, ou pendant les vacances, ou quand il y a un problème urgent à régler. Et donc, on fait tout un tas de travail d'enquête, et là, je dois remercier tous les services de l'État qui nous apportent leur aide, mais surtout les gendarmes, parce qu'il y en a beaucoup qui nous considèrent un petit peu comme on fait leur boulot sans faire leur boulot tout en faisant leur boulot. Donc Aurel Timescu, il fait aussi un petit peu notre boulot, et c'est quelque part une certaine reconnaissance, parce que de pharmacien que j'étais, je suis devenu un réel enquêteur pour rechercher et aller trouver de part et d'autre des tenants et aboutissants. Et au début, ce n'est pas simple, mais on y arrive. Donc, félicitations pour avoir mis Aurel bien en haut, parce que il est un petit peu particulier, il est un petit peu rigolo, mais en définitive, lui aussi fait les enquêtes. Alors donc, les enquêtes que je fais, moi, sont loin d'être à la hauteur de celles des bouquins, mais quelque part, merci d'avoir mis ça en place. Et j'aimerais bien savoir si un jour, il y aura un consul honoraire de France au Nakhitchevan, parce que là, j'ai été recherché tout de même. Il n'y a pas de consul honoraire de France au Nakhitchevan. Voilà. Heureusement, parce que sinon, j'aurais eu des ennuis. Oui, mais c'est tout le problème de s'appuyer sur une réalité. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, je marche sur des œufs quand j'écris ces livres, parce que autant on est tranquille avec les romans historiques, parce que tout le monde est mort depuis des siècles, autant là, évidemment, les intéressés peuvent se manifester. Chacune des enquêtes, par exemple, d'Aurel est fondée sur des choses que j'ai plus ou moins vécues d'assez près. La première, c'était un Français qui était retrouvé mort sur son bateau, et on avait coffré sa copine sénégalaise alors qu'elle n'était pas du tout en cause. C'était une enquête qu'on a dû mener. Mais par exemple, la deuxième, c'était au Burundi. En fait, moi, je l'ai situé au Mozambique. Mais alors, justement, j'opère en permanence des transferts comme ça de pays pour brouiller les pistes, parce que je voudrais pas. D'abord, c'est toujours compliqué la question de comment dirais-je, la confidentialité. Je veux pas révéler des choses qui. Mais alors, si vous voulez, avec Aurel, à la fois, on est d'une forme de réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne l'ai pas inventé lui-même, et je n'ai pas inventé non plus cette activité d'enquête que vous soulignez, et qui est une des fonctions fortes des consuls. Alors, lui, il fait un peu comme. C'est pour ça sans doute que vous l'avez confondu avec un consul honoraire, c'est parce qu'il va un peu au-delà de ce que ferait un consul de carrière. Qui regardera sa montre et qui à 6 heures va s'arrêter de travailler. Lui, il s'en fout. Si ça l'intéresse, il est capable d'aller bien au-delà, ce que apparemment vous faites. Donc, il est, en effet, j'y pense en parlant avec vous, il est en fait beaucoup plus proche des consuls honoraires que d'un consul titulaire. Mais en même temps, j'ai été obligé de le mettre titulaire parce que le principe, c'était qu'on ne puisse pas le mettre à la porte. Vous comprenez que il est
si je veux pouvoir faire plusieurs épisodes, il faut qu'il soit toujours là. Donc il est titulaire. Mais ça va bien au-delà. Et cette question des enquêtes, c'est vraiment très, très sensible. Alors, à la fois, si vous voulez, il faut en effet coller à une réalité, on ne pas raconter n'importe quoi, et en même temps ne pas trop en révéler par rapport à des affaires, réelles. Mais moi, j'avais beaucoup de soucis au départ quand je l'ai créé, ce site Orange, notamment avec les Roumains. Et finalement, j'ai été invité à déjeuner par l'ambassadeur de Roumanie ici à Paris, qui adore Aurel. D'ailleurs, je vais en Roumanie très bientôt, parce qu'il adore Aurel et les Roumains sont très très contents du personnage. Moi, j'avais peur qu'ils trouvent qu'on s'était un peu moqué de lui. Mais non, 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 il l'aime beaucoup. Et ils ont d'ailleurs contribué à rassembler toute une documentation pour moi que je vais trouver à Bucarest bientôt, pour lui donner justement toute une histoire, toute une famille, voilà, pour pouvoir nourrir un petit peu ce personnage. Voilà, donc merci de reconnaître et disons, la réalité de cette activité, parce que d'ailleurs beaucoup de gens l'ignorent. Hein, moi, dans les questions qui me sont posées par les lecteurs, etc., il y a toujours un peu une suspicion, est-ce que vous avez inventé ça? Et je leur dis non, pas du tout. Je vais dire, c'est un des rôles essentiels des postes diplomatiques et de tout le réseau diplomatique que de faire ces enquêtes. Mais si je peux vous poser une question, euh, quand vous intervenez comme ça, vous avez il y a l'équivalent de nos commissions rogatoires, c'est-à-dire que vous pouvez aussi recevoir ici des enquêteurs du pays qui viennent, comment ça se passe, ou c'est à la Oui. place de... Non, écoutez, d'une façon générale, lorsqu'on intervient, on fait le travail de A à Z. Oui. C'est-à-dire qu'on nous donne une information qui est partielle de temps en temps, et donc c'est à nous de remonter les chevaux et de détricoter l'histoire. Ouais. Et donc, d'un petit morceau, on fait appel à tous nos amis, nos copains. On n'arrive pas à notre âge sans avoir plein de copains. Il faut me débrouiller ce dossier. Et la semaine dernière, l'histoire de la carte d'identité qui est partie de Saint-Marin, tout petit pays aussi qui appartiendrait aussi, peut-être qu'un jour le consul ira faire un petit tour. Et d'une carte d'identité, on a réussi à retrouver le propriétaire. Et il a fallu mettre en œuvre tout un réseau. Mais notre mission, c'est de faciliter au niveau consulaire général la compréhension de l'histoire, parce que très souvent, les histoires sont racontées de façon ou d'autre. Et le problème aussi, c'est la langue, parce que il y a beaucoup de professionnels qui confondent la Lituanie, la Lettonie, les pays baltes, les pays basques, tout ça, pour eux, c'est synagogue, hein, c'est kif kif bourrico. Et donc, les noms sont écrits d'une façon qui est un petit peu bizarre. Les dates de naissance sont saisies, mais en Lituanie et en France, les dates de naissance ne se mettent pas dans le même ordre, comme aux États-Unis et en France. Donc, à nous de tout rectifier pour remettre les choses d'une façon compréhensible. Et c'est un travail qui est assez important et qui permet en définitive de pouvoir arriver à des résultats qui sont, dirons-nous, plus équitables. Voilà. Mais vous travaillez pour le compte du ministère des Affaires étrangères de Lituanie, pas de la justice, par exemple. Non, non, à aucun moment, je remets au consulat à Paris un dossier sur lequel j'ai essayé de comprendre. On s'est occupé d'une histoire de vélo il y a une vingtaine d'années pour le Tour de France et d'une dame qui avait dans son coffre des médicaments pour sa belle-mère. Il a fallu tout détricoter pour comprendre. Et quand la justice française a su que j'étais pharmacien et en plus consul de Lituanie et que la dame en prison était lituanienne, c'était un petit peu compliqué, mais c'était ma mission. Est-ce que la belle-mère faisait le Tour de France? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est l'affaire Rumsas. L'affaire Rumsas. Ah oui, il a fait 3e du Tour de France et il est 2e maintenant puisque le premier a été supprimé pour dopage. Donc, ça a été une aventure extraordinaire. Et donc, avec Anne-Marie Goussard, on allait voir Madame Rumsas en prison à Bonneville. Et on nous voyait à la télévision italienne en disant mais il y a le consul qui est accompagné de la nurse des enfants. C'était assez rigolo d'ailleurs. C'était un travail qui nous a pris tout un été.
et on a fait sortir Madame Rumsas, c'est le Rumfiele de prison, et ils étaient très, très, très surpris, les juges en France, qu'on connaisse bien les dossiers, qu'on ait travaillé nos dossiers et qu'on connaisse un petit peu la façon de gérer les dossiers. Et ce qui est assez rigolo, c'est que un des juges, son neveu faisait le tour de France, mais du côté français. Voilà. Il y avait une question de Pia Edström, qui est consul de Suède à Nantes. Pia. Bonsoir, Monsieur Ruffin. Alors moi aussi, je suis fan d'Aurel et je voulais, le point qui attise ma curiosité, c'est la personne qui vous a inspiré le personnage. Est-ce que lui aime le personnage? Est-ce que vous avez eu son retour? Alors, c'est un point sensible parce que, si vous voulez, Jolie question. moi, je n'aime pas d'habitude, je ne fais jamais, mais là, c'était un peu plus fort que moi, mais je n'aime pas, si vous voulez, créer un personnage à partir d'une seule personne. J'aime bien avoir une sorte de patchwork. Bon. Mais là, il y avait tout. Il y avait tout dans ce personnage. Il se trouve qu'on était assez proches puisque sa femme était consul général, a été consul général à Dakar, enfin pendant que j'étais en résidence. Donc, je l'ai beaucoup vu. Et nos relations étaient bonnes. J'ai même contribué à appuyer en tout cas la nomination de sa femme comme ambassadeur, qui est parti ensuite donc, dans un autre pays. Et quand j'ai écrit Aurel, j'ai essayé de le voir avant, et puis on n'y est pas arrivé pour des raisons, mais, disons, vraiment d'agenda. Donc finalement, le livre est paru, je lui ai envoyé, et depuis, c'est un silence radio total. Alors, comme le personnage est un peu particulier, comme dans le livre, je me suis attendu à tout. Alors, les premiers mois, je me disais qu'il allait peut-être m'attendre avec un pistolet, peut-être un pistolet à bouchon d'ailleurs dans mon escalier, mais, ou alors avec un bouquet de fleurs. Tout était possible. Tout était possible. Et en fait, à mon grand regret, parce que je n'ai plus de nouvelles du tout, j'espère qu'il a compris que sous ma plume, si vous voulez, c'était un personnage positif. Voilà. Et que non seulement je ne cherchais pas à me moquer de lui, mais qu'au contraire, c'était une manière, et je suis vraiment sincère en disant ça, de mettre en lumière cette espèce de contradiction qu'on trouve parfois. J'ai des personnes qui paraissent très modestes, qui ont l'air d'être en échec, qui ont l'air d'être complètement passées à côté de leur vie, mais qui, dans certaines circonstances, peuvent se révéler absolument géniaux. Voilà. Et au fond, lui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il réserve son talent quand il le veut. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le milieu diplomatique, bon, maintenant il est à la retraite, mais dans le milieu diplomatique, quand le livre est sorti, tout le monde le reconnaissait dans les 22 carrières. Ce qui, moi, me gênait beaucoup parce que plusieurs personnes sont me dire ah, c'est un tel. Voilà. Donc c'est un peu un. Voilà. Alors, vous me direz, je pourrais insister, etc. Mais bon, comme je ne sais pas du tout quel a été son ressenti, si vous voulez, par rapport à cette publication, je n'ai pas insisté, je n'ai pas voulu tourner le couteau dans une éventuelle plaie. Je pense que si ça lui avait plu, il me l'aurait dit. Mais là, je ne sais pas. Peut-être qu'avec le temps, il l'a compris, mais que maintenant, il se sent un peu bête de venir après tout ce temps. Je ne sais pas, mais vous savez, il y a parfois les gens ont des sensibilités sur des points qu'on ne prévoit pas. Donc peut-être que la manière dont j'ai décrit l'accoutrement d'Aurel, si vous voulez, qui n'est pas très éloigné de la façon dont il s'habille, si vous voulez, l'a vexé, j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est ce qui fait la richesse du personnage, le vrai et le faux. Hein. C'est que ce sont des gens inattendus. Voilà. Donc, peut-être qu'il va m'envoyer une caisse de champagne pour Noël. Je ne sais pas. On verra.
Est-ce qu'il y a, je ne vois pas de main levée, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que… Eh bien, c'est pour moi alors. On parle peut-être moins du Ruffin, analyse géopolitique. Moi, j'ai été fascinée par Katiba, parce que Katiba explique tout pour ACMI, mais aussi vraisemblablement pour tout ce qui se passe autour de ces mouvements-là. Comment réagissez-vous à l'actualité, à la fois en Afghanistan et aux procès qui se tiennent en ce moment, mais surtout en Afghanistan? Je ne sais pas, vous me faites beaucoup d'honneur en me qualifiant d'analyse géopolitique, mais comme j'ai vécu d'expédients, il m'est arrivé de temps en temps de faire de l'enseignement dans ces domaines, mais c'était vraiment pour gagner ma vie, à une époque où c'était difficile. Bon, aujourd'hui, je me suis un petit peu éloigné de ça. Katiba, si vous voulez, je n'ai pas eu vraiment de mérite parce que j'ai écrit pendant que j'étais en poste. Et j'avais donc comme documentaliste les 5 membres de la DGSE qui travaillaient sous mes ordres. Donc c'est vrai que j'étais directement informé par ce qui se passait. Et donc, d'ailleurs, bien trop par rapport aux lecteurs, parce que je fais une parenthèse, mais les lecteurs de romans et surtout les critiques littéraires, si vous voulez, ne connaissent rien du tout à ces sujets. Enfin, les lecteurs, si, ça arrive, mais les critiques littéraires sont très segmentés. Donc, le critique littéraire, il s'occupe de littérature. Bon, mais ça lui passe complètement au-dessus de ce qui se passe dans le Sahel. Et donc, quand le livre est paru, un certain nombre de gens m'ont dit, mais c'est marrant, vous ayez choisi ce truc, la ACMI, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Enfin, les gens ne savaient pas. Bon, déjà à l'époque, on en parlait beaucoup moins. Et puis, dans ces milieux, si vous voulez, les gens ne savaient pas ce que c'était. Donc voilà. Non, sur l'Afghanistan, moi, tout ce qui me. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. À plein de. Moi, je dirais deux choses. Premièrement, quand. Rappelez-vous, il y a eu cette polémique autour de ce concept de droit d'ingérence. C'était il y a 15 ans. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Finalement, les ONG pratiquaient l'ingérence à titre privé. On avait, voilà, il y avait l'exemple du Biafra, par exemple, un peuple qui meurt, les secours ne peuvent pas arriver. Bon, ben, on traverse éventuellement clandestinement la frontière. Donc, on fait de l'ingérence privée. C'était un devoir d'ingérence morale. Voilà. Et puis, quand un certain nombre d'anciens humanitaires sont devenus ministres, en particulier Bernard Kouchner, ils ont proposé que ça devienne un droit. C'est-à-dire que ce soit une possibilité donnée à des États d'intervenir, éventuellement militairement, pour aller secourir des populations. Et on a été un certain nombre à cette époque-là, dont moi, à dire que ce passage du devoir au droit était extrêmement dangereux. C'est-à-dire que ce qui était tout à fait loisible pour un individu, c'est-à-dire de transgresser, vous voyez, de passer une frontière, devenait beaucoup plus problématique à partir du moment où, au niveau international, on donnait la possibilité à des grands pays, parce que c'est évidemment eux qui peuvent intervenir, de prendre le prétexte humanitaire pour aller intervenir militairement. Et on sait très bien que quand un grand pays intervient, il n'a pas que des intentions morales, il a aussi des intentions politiques, si vous voulez. Mais à l'époque, c'était tout le monde trouvait ça très bien, et on a vu une série d'interventions comme ça, de plus en plus militaires, hein, des opérations de maintien de la paix, puis carrément au Kosovo, en Bosnie, etc., des opérations de l'OTAN, etc., et puis en Afghanistan, carrément une opération militaire d'envergure qui se travestissait de buts antiterroristes, mais surtout et aussi humanitaires. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une clarification qui s'opère. Parce que c'est la fin, on le voit, de ces opérations internationales de grande envergure, comme ça, sous l'effet de tel ou tel penseur médiatique qui disait il faut intervenir, alors on va là-bas, on va en Libye, on va machin, on tape, et puis on s'en va, puis on laisse le chaos derrière nous, etc. Bon, ça, on voit bien qu'on n'est plus là-dedans. Et que le retrait américain, c'est la fin d'une époque. Ils vont faire encore du terrorisme, mais autrement.
plus en déployant des trucs. En revanche, comme vous l'avez observé, les humanitaires sont restés en Afghanistan. Médecins sans frontières n'est pas parti, par exemple. Donc, on revient finalement à quelque chose qui est plus proche du devoir d'ingérence, c'est-à-dire d'une action privée, parce que ce peuple mérite de ne pas être abandonné, tout simplement, et que donc on peut considérer que des ONG qui sont indépendantes, etc., ont le devoir moral d'agir, mais les choses sont claires, c'est-à-dire que l'aspect militaire reste de côté. C'est une clarification. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, et ça nous concerne nous, parce que Français, parce qu'on est toujours en opération extérieure lourde en Afrique de l'Ouest, hein, c'est qu'il faut vraiment se poser la question, et on ne se l'est pas posé à mon avis assez dans les dernières années, quand on intervient quelque part, de la durabilité de notre action. C'est-à-dire combien de temps on pourra rester. Parce que ça peut durer très longtemps. La FINUL, c'est depuis 1974 au Liban. En Bosnie, si ça tient toujours, c'est parce qu'il y a toujours un contingent international en Bosnie. Mais quand il s'agit de grands pays ou de zones très grandes comme le Mali, combien de temps est-ce qu'on peut rester? Parce que, si vous voulez, ce que je trouve dramatique dans l'histoire afghane, c'est qu'on a créé, et tant mieux d'ailleurs, hein, je veux dire, c'était louable, mais on a créé toute une classe de gens qui ont cru dans nos valeurs, qui ont suivi l'enseignement, notre enseignement, qui se sont occidentalisés, qui se sont laïcisés, qui ont j'allais dire, endossé les valeurs occidentales, et puis on les a laissés tomber. On a fait un peu la même chose en Syrie. On a encouragé la rébellion en disant allez-y, battez-vous contre Bachar el-Assad, et puis on ne les a pas suivis, on ne les a pas soutenus. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut se demander, c'est-à-dire quand on intervient, combien de temps on pourra le faire? Et là, par exemple, en France, on le voit bien, sur l'Afrique de l'Ouest, on arrive un petit peu aux limites de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que notre intervention, qui était nécessaire au début, quand il a fallu sauver le Mali de l'intervention des djihadistes, bon, ça, je veux dire, il y avait une intervention ponctuelle, sauf qu'elle dure toujours et qu'on n'en a plus les moyens. Donc, vous voyez, et ça, c'est toute cette question de savoir défendre la démocratie, c'est très bien, l'étendre, c'est très bien, mais l'étendre à quel prix, avec quelle méthode? En méthode militaire, on voit que ça ne marche pas très bien. Et puis pour combien de temps? C'est-à-dire qu'on porte à bout de bras des régimes ou vous voyez, puis on ne pourra pas le faire longtemps. Donc, c'est une vraie... Je trouve qu'en ce moment, on vit au-delà de l'affaire ponctuelle afghane, si vous voulez, on vit vraiment la fin d'une époque qui était celle de l'immédiat après-guerre froide, si vous voulez, où on a vécu un petit peu dans l'euphorie, la fin de l'histoire, la démocratie partout. Et on est en train de se rendre compte que le monde est plus compliqué que ça et qu'on ne pourra pas étendre notre système comme ça, par la force, partout. On n'en a pas les moyens. Peut-être même que ce n'est pas ce que souhaitent les peuples en question. Je veux dire, là, en l'occurrence, si vous voulez, il y a les talibans, ils ne sont pas sortis de rien. Ils représentent aussi une partie de l'Afghanistan importante, sans doute plus importante numériquement que les gens qui avaient suivi l'occidentalisation. Donc voilà, enfin, c'est comme ça, à jeter sans ordre de 3 réflexions sur le coup. Merci beaucoup pour cette analyse. Je vois encore une main levée, c'est Pierre Minonzio qui doit avoir un regret. Pierre? Pierre? Oui, il faut que je mette le micro. Mais attends, je bloque la vidéo. Voilà, micro et vidéo. Oui, la première question que je posais à mes responsables de mission en Pharmaciens sans frontières, c'est il faut savoir fermer une mission. Et quand ils ouvraient la mission, je leur demandais comment est-ce qu'ils envisageaient de fermer la mission. Et on sait fort bien qu'on n'allait pas pouvoir tenir ad vitam aeternam, nous on n'avait pas les moyens. Et donc, la première question que je leur posais, c'était comment on ferme? Et je choisissais mes chargés de mission en fonction de leurs réponses. Et il y a des gens qui partaient, la fleur au fusil, ça on les connaissait, mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Et on a parlé du passé, du présent, de l'avenir, on a parlé d'ACMI, on a parlé du Brésil, on a parlé d'Aïda. Je voudrais vous parler de Compostelle, parce que combien de personnes, suite à la lecture de votre livre, ont pris la route
est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont tombées dans cette histoire, dans ce récit, comme l'aventure de leur vie? Le nombre de personnes qui m'ont parlé de ce livre, mais c'est totalement incroyable. Et quelque chose d'important, le nombre de gens qui m'ont dit, suite à la lecture de ce livre, on a pris notre bâton et on est parti. Alors le faire en 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, parce qu'on le fait par petits bouts. Hein. Mais quel que soit le dossier, avez-vous une idée du nombre de personnes qui ont pris vos chaussures et qui sont partis marcher en direction de Compostelle ou d'ailleurs? Et ce sera la dernière question. Merci Pierre. Oui, j'espère qu'ils n'ont pas pris les miennes parce que j'avais eu pas mal d'ampoules. Non, en fait, moi j'ai écrit ce livre, d'ailleurs sans le vouloir, c'était une commande, on m'a dit pour aider un éditeur. Bon, et j'ai été le premier surpris par son succès immense, international et tout, c'était très bizarre. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pris la route, pris le chemin à cause de ce livre, mais rassurez-vous, il y en a aussi qui justement ne l'ont pas fait à cause de ce livre. Parce que soit ils considéraient qu'ils savaient déjà tout et que ce n'était pas la peine d'y aller, en ayant lu qu'après tout, ils avaient fait l'expérience, soit ça les a découragés parce que les difficultés que je décrivais, ils n'avaient pas envie de les vivre, etc. Donc il y a les deux. Parmi ceux qui ont pris la route, j'ai constaté qu'il y avait en effet beaucoup de gens qui avaient lu le livre, que c'était parfois la motivation. Je ne pense pas que ce soit la seule, parce que s'il n'en avait pas eu d'autres, ça n'aurait pas suffi quand même pour les lancer là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre qui n'est pas forcément consensuel, c'est-à-dire qu'au halte de pèlerins le soir, si vous lancez la conversation sur ce livre, tout le monde va s'engueuler, parce qu'il y a les partisans, puis il y a les adversaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'y soient pas allés non plus, ils y sont tous allés quand même, et puis ils l'ont tous lu quand même, mais il y a eu des oppositions très farouches, notamment de la part des gens les plus croyants, si vous voulez, qui trouvaient que je parlais de Compostelle d'une manière qui n'était pas suffisamment, comment dirais-je, c'est pas un livre religieux, vous voyez, c'est ce qui en a fait son succès d'ailleurs, c'est parce que précisément, la plupart des livres sur Compostelle sont des livres de croyants qui mettent en avant leur foi, et c'est tout à fait légitime. Moi, ce n'était pas mon idée, mon idée, c'était de raconter ce que j'avais vu. Et parmi ces opposants, si vous voulez, il y a aussi tous ceux qui trouvent que j'ai décrit les pèlerins de façon critique. Par exemple, je dis dans le livre, par exemple, que les pèlerins sont radins. Bon. Alors, les pèlerins, ils sont radins, oui, parce que c'est normal qu'ils soient radins quand vous êtes pèlerin, parce que c'est le principe même. Si vous prenez une Mercedes classe je ne sais pas quoi et que vous allez dans les 5 étoiles, ce n'est pas le pèlerinage, ça. Il faut s'y mettre en situation un petit peu de manque, enfin de dépouillement. Bon. Et alors un jour, j'ai reçu une lettre. Vous savez, dans les livres, dans l'édition originale en tout cas, il y avait une carte T pour pouvoir s'abonner aux publications de l'éditeur. Vous savez, les cartes T, les cartes prépayées. Donc, vous les mettez à la poste, vous n'avez pas besoin de mettre de timbre. J'ai reçu une de ces cartes, donc qui n'était pas affranchie, bien entendu, sur laquelle on avait collé une lettre, et la lettre commençait comme ceci. Non, monsieur, les pèlerins ne sont pas radins. Vous voyez, vous n'avez pas payé le timbre. Donc, en fait, si vous voulez, moi, je n'ai pas du tout cherché à accabler les pèlerins. Il y en a beaucoup qui ont adhéré, d'autres qui ne l'ont pas fait. Mais ça encore, si vous voulez, c'est un secret. Il n'y a pas de secret de fabrication. C'est pourquoi ce livre a eu un tel succès, je n'en sais rien. Et ça continue. Juste avant que je le publie, il y avait eu un autre livre d'Alix de Saint-André qui avait publié un livre qui s'appelait En route, je crois, et En avant en route, je ne sais plus, et qui avait beaucoup de succès. Moi, je m'étais dit, il a épuisé le sujet. Mais finalement, le mien est arrivé et a eu beaucoup de succès aussi. Donc, je finis par penser, si vous voulez, que c'est quand même le thème de Compostelle qui porte en lui cette espèce de puissance extraordinaire de fascination. Voilà. Donc, moi, je me suis inscrit là-dedans. Bon, bah, c'est comme ça. Mais c'était vraiment pas du tout prévu.
Bon, ben écoutez, on ne voit pas le temps passer avec vous et j'ai l'impression qu'on pourrait parler des heures comme de vieilles connaissances au coin du feu. Et c'est vraiment très, très agréable parce qu'on a pu profiter de vos analyses, de vos éclairages, mais aussi de vos anecdotes, se moquer ou être ému. Et je suis très, très contente de ce moment qu'on a pu passer ensemble. On vous remercie quand même d'avoir parlé de consul. N'hésitez pas à parler de consul honoraire. Je vais vous envoyer un petit opuscule qu'on a co-rédigé avec une trentaine d'entre nous qui s'appelle Consul Rôle Émission, où 30 d'entre nous ont raconté leur plus belle histoire de consul. Peut-être y trouverez-vous quelque inspiration. Là aussi, des anecdotes aussi émouvantes ou drôles qui expliquent un peu notre vocation. Merci donc encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Et merci bravo pour ce que vous faites tous dans vos fonctions. Merci. Et on espère, on vous tient au courant et on espère vous retrouver à d'autres occasions. À très bientôt. Bonne soirée à tous et encore merci. Merci. Merci beaucoup. Je laisse arrêter l'enregistrement, Anne-Marie.